il y a une enveloppe blanche dans le tiroir de la table de chevet de millions de maisons et de personnes. Parfois, il est vrai qu'elle se trouve aussi dans la cuisine, près du sucrier, ou parfois dans le sac à main. Mais elle est là. Et chaque matin, quelqu'un l'ouvre, en sort un petit comprimé, l'avale avec la première gorgée d'eau de la journée et poursuit sa vie sans y penser une seconde de plus. Il se peut que cette enveloppe soit la vôtre. Il se peut qu'elle soit à votre père, à votre mère ou à votre partenaire. Et il se peut que la seule chose que vous sachiez à son sujet soit la phrase qui l'accompagne depuis 40 ans. Et en plus, c'est une phrase dite toujours avec la même tranquillité, dans la même consultation, sur le même ton que celui avec lequel on dit quelque chose qui ne se discute plus. Vous avez un taux de cholestérol élevé et il faut le faire baisser. Personne ne vous a expliqué pourquoi. Parce qu'il semble qu'il n'était pas nécessaire de l'expliquer. C'est comme l'une de ces choses que nous sommes censés tous savoir, comme le fait que le feu brûle ou que la glace refroidit. Le cholestérol, de la même manière, est mauvais et le faire baisser est bon. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est toute la conversation. Alors laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé en 1968 dans l'État du Minnesota, aux États-Unis d'Amérique. Cette année-là, dans 7 institutions du Minnesota, où l'on contrôlait avec une précision absolue ce que mangeait chacune des personnes de l'institution, un essai clinique a débuté avec plus de 9400 participants, en double aveugle et randomisé. Conçu pour démontrer une fois pour toutes ce que presque tout le monde croyait déjà, que si vous remplaciez les graisses animales par de l'huile végétale, le cholestérol baissait. Et si le cholestérol baissait, les gens vivaient plus longtemps. Et ça a fonctionné. La première partie a fonctionné exactement comme prévu. Le cholestérol des participants a baissé de 13,8% et ce fut donc un succès retentissant. L'hypothèse diététique s'est vérifiée au millimètre près, mais la deuxième partie n'a pas fonctionné. Il n'y a eu aucun bénéfice concernant la mortalité des participants. Aucun. Ni dans l'ensemble des participants, ni dans aucun des groupes que les chercheurs avaient séparés au préalable pour les analyser par âge ou par sexe. Tous ont vu leur cholestérol baisser, mais l'expérience n'a pas sauvé une seule vie. C'est tout. Et maintenant, arrêtons-nous un instant sur ce point. En vous parlant de cet essai médical, je ne vous parle pas d'un sondage, ni d'une étude observationnelle, ni d'une corrélation. Je vous parle du plus grand essai clinique jamais réalisé jusqu'alors sur cette hypothèse et, selon les chercheurs qui l'ont exhumé 40 ans plus tard, probablement aussi le mieux exécuté de tous, qui incluait en outre des autopsies et qui a été mené dans des conditions de contrôle alimentaire qu'il serait aujourd'hui absolument impossible de reproduire. Ils ont atteint leur objectif, mais cet objectif n'a servi à rien. Et voici maintenant la partie que j'ai eu du mal à assimiler. Ces résultats complets n'ont pas été publiés. La partie qui a été révélée 16 ans plus tard n'incluait pas les analyses de survie. Les données originales, c'est-à-dire les bandes magnétiques, les dossiers d'autopsie papier, les feuilles de codage manuscrites, qui constituaient le matériel le plus important de l'étude, ont fini stockés dans le sous-sol d'une maison du Minnesota et y sont restés pendant 40 ans, oubliés, alors que le monde entier réorganisait son alimentation autour d'un régime que cet essai n'avait pas réussi à confirmer. Et tout cela est resté ainsi jusqu'à ce qu'un chercheur des Instituts nationaux de la santé des États-Unis décide d'aller les chercher. Et aujourd'hui, je vais vous raconter toute cette histoire parce que c'est presque un thriller et parce qu'elle explique mieux que toute autre chose pourquoi, lorsque vous allez en consultation, on vous dit ce qu'on vous dit sur le cholestérol. Et avant de terminer, quand vous connaîtrez l'histoire, je vous poserai une question très simple. Une question sur le fait que cet essai, avec ses 9400 personnes et ses années de contrôle millimétré, n'a jamais été réalisé.
Une question que vous ne vous êtes probablement pas posée non plus. Et en plus de vous la poser, je vais aussi vous donner la réponse. Quand vous l'entendrez, vous comprendrez que cela fait 60 ans que nous regardons cette question du cholestérol sous le mauvais angle. C'est par ailleurs la première vidéo d'une série. Je vais consacrer plusieurs chapitres au cholestérol, car ce sujet ne tient pas dans une seule vidéo et parce que vous méritez mieux qu'un résumé précipité. Nous commençons par ici, par l'histoire, et dans les prochaines vidéos, nous plongerons dans votre biologie. Pour comprendre ce qui s'est passé dans le Minnesota, vous devez d'abord connaître l'homme qui a tout déclenché, car si vous pensez qu'il s'agissait d'un charlatan ou de quelqu'un ayant des intérêts cachés, alors vous comprendriez l'histoire à l'envers. Il s'appelait Ancel Keys. C'était un chercheur de l'Université du Minnesota qui, à l'époque, était l'un des centres de référence pour les maladies cardiovasculaires. Et Franz n'essayait pas de prouver une idée excentrique. Il essayait de prouver l'idée que tout le monde tenait pour acquise en 1968, que les graisses saturées augmentent le cholestérol et que lorsque le cholestérol augmente, cela provoque des maladies coronariennes et que par conséquent, remplacer une graisse par une autre devrait sauver des vies. C'était l'hypothèse. Et Franz y croyait, mais il voulait aussi bien faire les choses et pour y parvenir, il n'était pas seul. Et voici un détail qu'il est important que vous reteniez, car une fois que vous l'aurez compris, vous verrez toute cette histoire d'un autre œil. Le co-chercheur principal de cet essai s'appelait Ancel Keys. Et ce nom ne vous dit peut-être rien pour l'instant. Alors, laissez-moi vous ramener un instant au 13 janvier 1961. Ce jour-là, le magazine Time a mis en vente un numéro avec un homme en couverture, une personne aux cheveux gris, corpulente et âgée de 57 ans. Le titre du reportage était « La graisse de la terre », en anglais « The Fat of the Land ». Et ici, j'ai besoin que vous fassiez un effort d'imagination, car aujourd'hui, une couverture de magazine ne signifie presque rien, alors qu'en 1961, elle signifiait énormément. Pensez un instant à ce qu'était le monde à l'époque. Il n'y avait pas Internet, pas de réseaux sociaux, pas de chaînes d'information fonctionnant 24 heures sur 24. Et dans une maison américaine, ce qu'il y avait, c'était un téléviseur avec 3 chaînes, une radio, le journal local et les magazines hebdomadaires. Et Time était le magazine qui arrivait chaque semaine dans des millions de foyers, dans les salles d'attente des médecins, dans les bibliothèques, dans les bureaux, partout. C'était lui qui décidait, semaine après semaine, de quoi tout le pays allait parler. Et faire la couverture de Time en 1961 ne signifiait donc pas simplement apparaître dans un média. C'était devenir, du jour au lendemain, l'autorité nationale sur un sujet donné. C'était faire en sorte que votre visage et votre idée entrent en même temps dans la conversation de toute une nation et de là, dans le reste de l'Occident. Il n'y avait pas de plus grand porte-voix. Celui qui apparaissait sur cette couverture ce vendredi de janvier était Ancel Keys. Et je veux que vous vous fassiez une idée de qui était Keys, car ce n'était pas un universitaire obscur. Il avait inventé la ration militaire qui a nourri les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'appelait la ration K, le K pour Keys. Et l'année précédente, il avait publié un livre sur la nutrition qui fut un véritable best-seller. Et depuis son bureau à l'Université du Minnesota, un bureau revêtu de bouleaux est situé littéralement sous le stade de football américain de l'université. Et il plaisantait en disant qu'il ressentait les secousses à chaque touchdown. De là, il dirigeait la plus grande étude de population sur l'alimentation jamais réalisée jusqu'alors. C'était une expérience à 200 000 $ par an sur 3 continents dans 7 pays. Et pour la mener à bien, Keys avait personnellement parcouru 800 000 km. Cette étude s'appelle l'étude des 7 pays et c'est la recherche qui a ancré dans l'esprit de tout l'Occident l'idée que vous avez aujourd'hui dans le vôtre. Et que disait ce reportage du Time de 1961 ?
Eh bien, je vais vous le résumer avec les mots utilisés par le magazine lui-même. Le régime alimentaire américain était composé à 40% de graisse et la majeure partie était constituée de graisse saturée. Et le type insidieux de graisse, disait Keyes, celle qui augmente le cholestérol sanguin, endommage les artères et conduit aux maladies coronariennes. La voilà. Janvier 1961, la couverture du Time. Cette phrase, c'est le moment exact où l'idée qu'on vous répète aujourd'hui en consultation est entrée dans la conversation de tout le monde. Et il y a un détail dans cet article qui me semble révélateur sur le personnage. Un médecin de Philadelphie a raconté au Time ce que c'était que de discuter avec Keyes. Et ce médecin disait, chaque fois que vous remettez cet homme en question, il vous répond « J'ai 5000 cas, combien en avez-vous » 5000 cas. C'était son arme, le poids pur des statistiques. Maintenant, et je veux aussi que vous le sachiez parce que c'est important et que presque personne ne vous le dira. En 1961, l'idée de Keyes ne faisait pas l'unanimité. L'article du Time lui-même le dit aussi. Un mois plus tôt, l'American Heart Association avait soutenu sa théorie, mais d'autres chercheurs continuaient à la remettre en question et attribuaient la maladie coronarienne à d'autres causes, l'hypertension, le stress, le tabac, la sédentarité. Et Keyes accordait à ces facteurs un rôle mineur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait déjà un débat ouvert, et une partie a gagné ce débat tandis que l'autre l'a perdu. Maintenant, retiens bien ce qui suit, car c'est le cœur de tout ce que je te raconte aujourd'hui dans cette vidéo. 7 ans après cette couverture, en 1968, l'essai dont je te parlais il y a quelques minutes a débuté dans le Minnesota. Le plus grand essai clinique jamais réalisé jusqu'alors sur l'hypothèse du cholestérol. Le seul qui incluait également des autopsies et le seul avec un contrôle absolu de l'alimentation. Et il était codirigé par Ansel Keys. L'auteur de l'hypothèse était celui qui dirigeait l'expérience qui allait le démontrer. Et ce n'était pas un rival essayant de la démolir, ce n'était pas non plus un sceptique cherchant des failles. Ce furent ses propres créateurs, avec un financement public du service de santé publique et de l'Institut national du cœur des États-Unis, qui l'ont mise à l'épreuve dans les meilleures conditions que la science de l'époque pouvait offrir. Et ils ne l'ont pas confirmé. Maintenant, faites attention à la conception qu'ils ont mise en place, car c'est la raison pour laquelle cette étude est si importante. C'était une structure en double aveugle. Ni les participants ni le personnel ne savaient qui se trouvait dans chacun des deux groupes. De plus, randomisé, c'est-à-dire que la répartition a été décidée par le hasard et non par une préférence. Et plus de 9400 personnes âgées de 20 à 97 ans. Et maintenant vient le détail le plus particulier, le plus difficile de tout, et ce qui ne pourrait pas être répété aujourd'hui. Tout le projet a été mené dans 7 institutions de l'État du Minnesota, une maison de retraite et 6 hôpitaux psychiatriques d'État, des lieux où chaque repas était préparé dans une cuisine centrale et servi sur un plateau. Et cela, qui soulève aujourd'hui des questions éthiques qui ne se posaient pas en 1968, avait une conséquence scientifique énorme. Il n'était pas nécessaire de demander aux participants ce qu'ils avaient de manger, car on savait exactement ce qu'ils avaient de manger pendant des années, plat après plat. Et maintenant, analysez la question avec moi comme le ferait un ingénieur. Presque toutes les études nutritionnelles qui font la une des journaux sont basées sur des questionnaires. Tu demandes à quelqu'un ce qu'il a mangé le mois dernier et tu te fies à sa mémoire. Ici, non. Ici, on contrôlait l'entrée du système avec une précision de laboratoire. Et c'est un peu comme la différence entre estimer le carburant que tu as mis dans un moteur et le mesurer en détail avec un compteur. La différence est notable, mais ne nous arrêtons pas là. Entrons maintenant dans les détails de ce qu'ils ont obtenu avec ce contrôle. Les graisses saturées dans l'alimentation des participants sont passées de 18,5% des calories à 9,2%. Pratiquement de moitié.
Et l'acide linoléique, qui est la graisse dominante dans les huiles végétales comme l'huile de tournesol ou de maïs, est passé de 3,4% à 13,2%. Il a presque quadruplé. En quelques mots, l'intervention diététique a été un succès absolu. Ils ont réussi exactement ce qu'ils avaient prévu de faire. Et face à cela, le cholestérol a réagi comme une horloge. Une baisse de 13,8% dans le groupe d'intervention contre 1% dans le groupe témoin. Avec ces informations, restez un instant car c'est important et parce que je veux aussi être juste envers le travail de Franz. Si la question avait été « Le régime peut-il faire baisser le cholestérol ?» La réponse de cet essai a été un oui retentissant, incontestable, mesuré dans les meilleures conditions possibles. Cela a été démontré et personne ne peut le contester. Le régime peut faire baisser le cholestérol. Le fait est que ce n'était jamais la question qui importait. L'étude a pris fin en 1973. Les données étaient complètes, les autopsies étaient faites, et j'insiste sur le point des autopsies car c'est exceptionnel. Aucun autre essai diététique de ce type n'est allé jusqu'à examiner l'intérieur des artères des participants une fois décédés. Et c'est à partir de là que l'histoire cesse d'être un essai clinique pour devenir autre chose. Les analyses de survie ont été effectuées. En 1981, 8 ans après la fin de la recherche, un étudiant en biostatistique nommé Stephen Brost, qui travaillait avec l'un des chercheurs ayant participé à l'essai, les a réalisés complètement. C'est-à-dire avec des informations sur qui était décédé, quand, dans quelles conditions et dans quel groupe. Il les a présentés comme sa thèse de master à l'Université du Minnesota, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun doute que le travail avait été fait, il avait été consigné par écrit et déposé dans une bibliothèque universitaire où n'importe qui aurait pu aller le lire. Mais une thèse de master n'apparaît pas dans les bases de données médicales. Un cardiologue ne la trouve pas lorsqu'il cherche quoi prescrire à un patient. Elle n'atteint pas les comités qui rédigent les guides alimentaires d'un pays. C'est un peu comme si elle existait, et c'est pourquoi je peux vous la citer, mais en même temps, elle n'existe pas. Et, chose assez incroyable, personne, en 35 ans, n'a jamais cité cette étude une seule fois dans toute la littérature scientifique. 8 ans après cette thèse, en 1989, l'équipe de recherche originale a enfin publié un article dans une revue médicale et cet article n'incluait pas les analyses complètes de mortalité ni l'ensemble des données d'autopsie. Et ici, fais attention à ce que je te dis, parce que ce n'est probablement pas ce à quoi tu penses. Je ne suis pas en train de te dire que quelqu'un a caché quelque chose dans un tiroir en secret. Je n'ai aucune preuve de cela et je ne suis pas ici pour te raconter des histoires. Ce que je te dis et ce qui s'est passé est plus ennuyeux, mais aussi beaucoup plus grave. L'information a été générée, écrite, archivée et n'a jamais été mise à un endroit là où quelqu'un pourrait trébucher dessus. Les chercheurs eux-mêmes qui ont récupéré tout cela par la suite n'ont pas parlé de dissimulation. Ils ont utilisé une expression beaucoup plus précise. Ils ont parlé du fait qu'une publication incomplète avait été faite. Et pendant ce temps, là dehors, le monde continuait d'avancer. Les guides alimentaires de la moitié de la planète ont été rédigés au cours de ces décennies. Les margarines étaient annoncées à la télévision comme le geste responsable d'une mère qui prend soin du cœur de sa famille. Le beurre est devenu suspect et l'œuf presque un ennemi domestique. Et tout cela se produisait alors que les données qui auraient pu nuancer l'histoire restaient sur des étagères apparemment inaccessibles au public et aussi, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques minutes, dans une maison privée rangée dans des cartons sans que personne ne les regarde. Et avec cette intervention, nous revenons maintenant à l'année 2013. Un chercheur de l'Institut national de la santé des États-Unis, spécialisé dans les acides gras, Christopher Ramsden,
examinait depuis un certain temps d'anciennes études sur le régime alimentaire et le cœur, et il a commencé à remarquer un schéma qui ne collait pas. Les études qui remplaçaient les graisses animales par des huiles végétales ne donnaient pas les résultats qu'elles étaient censées donner. C'est pourquoi cet homme a fait quelque chose qui ne serait probablement venu à l'idée de personne. Au lieu de donner son avis sur les données publiées, il est allé chercher les données qui n'étaient pas publiées et dont il supposait qu'elles devaient exister. Il a retrouvé Robert Franz, qui était le fils du chercheur principal de ce projet et qui est également médecin, et lui a demandé s'il restait quelque chose du travail de son père. Et maintenant, imaginez la scène après cette première conversation entre Ramsden et le fils Franz. Un homme d'âge mûr entrant dans la maison de sa mère dans le Minnesota et se mettant à fouiller parmi les affaires de son père, décédé il y a quelques années déjà. Et soudain, il se passe ce que personne ne s'attendait à voir arriver. Dans des cartons, il a trouvé, rangés et oubliés, 2 bandes magnétiques à 9 pistes, un format qui, en 2013, n'existait pratiquement plus avec les dossiers contenant les rapports d'autopsie sur papier et les feuilles de codage. Et tout cela écrit dans un langage de programmation des années 60, le Fortran. Les réponses à l'une des questions les plus importantes de la médecine moderne étaient restées là, immobiles, pendant 40 ans, à prendre la poussière dans une cave. Ramsden et son équipe ont récupéré ces données, les ont reconstruites et les ont analysées avec les méthodes statistiques d'aujourd'hui. Et en avril 2016, ils ont publié le résultat dans le British Medical Journal, qui est l'une des revues médicales les plus respectées au monde. Et leur découverte comporte 2 parties. Et aujourd'hui, je vais te présenter ces 2 parties avec la même clarté, y compris la plus inconfortable. La première partie est la partie solide. C'est le résultat du tirage au sort, celui qui était conçu pour répondre à la question dès le début. Et quel a été ce résultat? Les courbes de survie n'ont, en fin de compte, montré aucun bénéfice clinique pour les patients du groupe d'intervention, par rapport au groupe témoin. Aucun. Ni dans les sous-groupes prévus à l'avance, ni chez aucune des personnes. Et maintenant, je vais aussi te parler des autopsies, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Rappelle-toi que c'est le seul essai de ce genre qui a pu examiner l'intérieur des artères de ceux qui sont morts. L'hypothèse prédisait que le groupe qui avait fait baisser son cholestérol aurait moins d'athérosclérose et moins d'infarctus. Mais ce ne fut pas le cas. Et ce n'est pas que c'était pareil, c'est que c'était l'inverse. Dans les autopsies qui ont pu être récupérées, 41% des membres du groupe ayant fait baisser leur cholestérol avaient au moins un infarctus au cœur. Dans le groupe témoin, ce pourcentage était de 22%, soit presque le double. Et ici, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout au long de la vidéo, te donner la donnée avec ses limites. Les chercheurs eux-mêmes appellent à la prudence concernant ce chiffre et ils ont raison de le faire. Sur les 295 autopsies qui ont été réalisées, seuls 149 dossiers ont été retrouvés. Les 146 autres restent introuvables. Donc ce n'est pas une conclusion définitive, c'est un indice basé sur la moitié d'un échantillon, mais c'est un indice qui pointe exactement dans la direction opposée à ce que cette hypothèse prédisait. Alors, résumons cette première partie. Ils avaient fait baisser le cholestérol de manière incontestable. C'est un fait. Mais les courbes de survie ne montrent pas que quiconque ait été sauvé. C'est ce qui est solide, ce qui ne souffre aucune discussion. Et l'histoire des autopsies est simplement un indice sérieux qui pointe dans la même direction, bien qu'avec un échantillon incomplet. Et la deuxième partie est celle qui a fait le tour du monde, et c'est celle que je veux bien vous expliquer, car presque tous ceux qui en parlent le font mal. Lorsque les chercheurs ont analysé la relation entre la baisse du taux de cholestérol de chaque participant et son risque de décès, ils ont constaté une augmentation de 22% du risque de mortalité pour chaque baisse de 30 mg par décilitre de cholestérol. Je vous le répète, c'est un point crucial. On observe 22% de risque de décès en plus pour chaque baisse de 30 mg par décilitre de cholestérol. C'est une donnée vraiment significative.
C'est une donnée forte et ce que je veux, c'est que vous compreniez exactement de quel type de données il s'agit, car c'est de cela que dépend votre capacité à faire confiance à ce que je vous raconte sur cette chaîne. Cette donnée ne reflète pas le résultat du tirage au sort. Il ne s'agit pas d'une comparaison entre le groupe A et le groupe B. C'est un modèle statistique qui examine, au sein de l'étude, comment deux éléments sont liés, la baisse du cholestérol et la mortalité. Et les relations statistiques ne prouvent pas des causes à elles seules. De plus, cet effet s'est concentré principalement sur les participants qui avaient plus de 65 ans au début de l'étude. Et les auteurs eux-mêmes ont écrit dans l'article qu'il n'est pas clair à quel point cette découverte est solide, car toutes les données originales n'ont pas pu être récupérées. Par conséquent, je vous le présente avec ses limites, car je n'ai ni besoin ni envie de l'exagérer. Et ici, gardez une chose à l'esprit. Si je voulais vous vendre une histoire, je vous dirais que faire baisser le cholestérol vous tue. Et cela serait beaucoup plus percutant. Et je suis sûr que vous retiendriez la phrase, mais la réalité est que ce n'est pas ce que les données permettent d'affirmer. Et si c'est le cas, sur cette chaîne, je ne vous le raconterai pas autrement. De plus, voyez-vous, la réalité est qu'avec ce qui est déjà solide, j'en ai largement assez, et vous aussi. Qu'est-ce qui est solide? Eh bien, le fait que le plus grand essai jamais réalisé sur cette hypothèse a fait baisser le cholestérol exactement comme prévu. Il l'a fait dans des conditions de contrôle parfaites pendant des années, mais il n'a sauvé aucune vie. Ce que les auteurs eux-mêmes du rapport de 2016 ont écrit dans le British Medical Journal était une façon un peu plus longue de dire exactement la même chose. Ils ont affirmé que la publication incomplète de ces données avait contribué pendant des décennies à surestimer les bienfaits du remplacement des graisses saturées par des huiles végétales riches en acide linoléique. Mais personne ne te l'a dit. Surestimer, disent-ils. C'était le mot qu'ils ont choisi. Et comme tu peux l'imaginer, ils l'ont sûrement choisi avec soin. Et arrivé à ce stade, il est très probable que vous tiriez une conclusion, et je pense d'ailleurs que c'est une conclusion raisonnable. Vous vous dites probablement, ok, donc le problème venait de l'huile de maïs ou de tournesol. Ils se sont trompés de graisse. Et il y a un peu de vrai là-dedans. Bien plus qu'il n'y paraît. Et je reviendrai là-dessus dans cette série de vidéos. Mais la véritable leçon est ailleurs et elle est bien plus importante car il y a une question que cette étude ne s'est jamais posée. Une question que, si tu y réfléchis, il est fort probable que tu ne te sois jamais posée non plus et que personne ne t'ait jamais posée en consultation. La voici. Ton foie fabrique du cholestérol tous les jours, pendant que tu dors, pendant que tu travailles, pendant que tu regardes cette vidéo. Et ce n'est pas qu'il le tolère à contre-cœur, il le produit activement en dépensant de l'énergie pour le faire. Et c'est le moment de te donner une information qui déconcerte presque tout le monde la première fois qu'il l'entend. Environ les 3/4 du cholestérol présent dans ton corps ont été fabriqués par toi-même. Tu ne l'as pas mangé. C'est toi qui l'as construit. Et maintenant, réfléchis un instant du point de vue de l'ingénierie à ce que cela signifie. Un organisme qui, depuis des millions d'années, est optimisé par la sélection naturelle, un système qui a éliminé sans pitié tout processus n'apportant aucun avantage. Penses-tu qu'il consacre une partie de son budget énergétique quotidien à synthétiser son propre poison? Et pas seulement une petite partie de ce budget, mais la majeure partie du budget dont il dispose. En biologie, il faut bien admettre que cela n'arrive tout simplement jamais. Quand tu trouves un organisme qui investit de l'énergie pour fabriquer quelque chose tous les jours sans relâche, la conclusion n'est pas que cet organisme a tort. La conclusion est différente. C'est que tu n'as pas encore compris à quoi cela sert. Et il y a un deuxième indice qui renforce le premier. Il se trouve que ton corps régule cette production. Si tu manges plus de cholestérol, ton foie en fabrique moins. Si tu en manges moins, ton foie en fabrique plus. C'est-à-dire qu'il y a un thermostat
Et je veux que tu t'arrêtes sur ce mot, car en réalité, cela change tout. Un thermostat est un mécanisme de contrôle qui existe pour maintenir quelque chose stable. Tu le mets sur le chauffage de ta maison pour que la température ne monte ni ne descende trop. Tu le mets dans un four, dans un réfrigérateur, dans un réacteur. Personne n'installe un thermostat pour réguler les déchets. Et il se trouve que ton corps a installé ce thermostat pour réguler le cholestérol. Les thermostats sont spécifiquement installés pour maintenir stable quelque chose d'essentiel, quelque chose dont l'excès représente un problème majeur, oui, mais dont le manque, il faut bien l'admettre, est tout aussi problématique. Et le thermostat du cholestérol travaille tous les jours de ta vie pour maintenir ce chiffre là où il considère qu'il doit être. Donc la bonne question n'est plus de savoir combien de cholestérol tu as. La bonne question est de savoir à quoi il te sert. Et cette question a une réponse. Et je vais te la donner avant de terminer la vidéo, car je ne veux pas que tu partes d'ici sans elle. Mais avant, permets-moi de m'arrêter un instant et de te parler d'autre chose. Cette série sur le cholestérol qui commence aujourd'hui m'a pris des semaines à préparer. Et je ne dis pas ça pour que tu m'en remercies, mais parce que je veux que tu saches comment est fait ce que tu es en train de regarder. Pour cette vidéo en particulier, j'ai dû lire l'intégralité de l'étude du Minnesota, chercher la thèse de Brost, vérifier l'année de publication de chaque élément et écarter en cours de route tout un ensemble de choses qui auraient très bien servi mon script, mais qui ne tenaient pas la route quand on les examinait de près. C'est ce travail qui fait que cette chaîne est ce qu'elle est. Et c'est aussi ce qui fait qu'il n'y a pas de sponsor ici, car réfléchissez-y une seconde. Une vidéo qui raconte cette histoire ne peut être financée par personne ayant des intérêts dans celle-ci. Ainsi, l'indépendance de cette chaîne n'est pas une posture, c'est une condition nécessaire pour pouvoir vous raconter ce que je viens de vous raconter. Et cette indépendance a un coût réel en heures, en lecture, en articles de recherche qu'il faut étudier et comparer, et surtout en temps que je ne consacre pas à autre chose. C'est pourquoi, si vous sentez que ce que vous apprenez ici vous est utile, si aujourd'hui vous avez compris quelque chose que vous ne compreniez pas depuis des années, ou si cela a éveillé en vous des questionnements que vous n'aviez pas jusqu'à présent, il existe un moyen de contribuer à ce que ce travail puisse continuer à se développer, en devenant membre de la chaîne et en me soutenant en tant que mécène avec une petite contribution, si vous le pouvez et si cela vous convient. Et le faire signifie que vous ferez partie d'une communauté plus proche, où la conversation pourra être plus directe et plus approfondie, et où je pourrai accorder plus d'attention lorsque vous aurez une question qui mérite une réponse soignée. Vous trouverez le lien ci-dessous dans la description, ainsi que sur la page d'accueil de la chaîne. Et si vous ne pouvez pas, ou si ce n'est tout simplement pas le bon moment pour vous, cette chaîne reste la vôtre exactement comme avant. Rien ne changera dans ce que vous recevez ici, et je continuerai à m'efforcer de faire de mon mieux. Alors, merci beaucoup et je continue d'avancer. Revenons maintenant à l'enveloppe blanche dans le tiroir dont je vous parlais au début de la vidéo. Cette enveloppe est toujours là. Rien n'a changé en elle. Ce qui a changé, c'est ce que vous savez maintenant. Quand nous avons commencé cette vidéo, cette enveloppe signifiait une seule chose, j'ai du cholestérol élevé, il faut le faire baisser. Et c'était un peu comme une phrase fermée qui ne laissait place à aucune question. Et maintenant, cependant, vous savez qu'en 1968, l'essai le plus important sur cette idée a été réalisé dans les meilleures conditions possibles. Et vous savez aussi qu'il a fait baisser le cholestérol exactement comme prévu, bien qu'en le faisant, il n'ait réussi à sauver aucune vie. Vous savez que les analyses qui le démontraient ont été rédigées en 1980 mains et qu'elles sont restées cachées dans une bibliothèque sans que personne ne les cite pendant 35 ans. Et vous savez qu'il a fallu qu'un homme descende au sous-sol de la maison de sa mère en 2013 pour que le monde apprenne enfin ce qui s'était passé. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, je vais vous donner la réponse à la question « À quoi sert le cholestérol ?» Pour 6 choses. 6. Vous voyez, c'est le matériau qui donne à la membrane de chacune de vos cellules le degré exact de fermeté dont elle a besoin pour supporter sa charge.
C'est aussi une partie de l'isolant qui enveloppe vos nerfs et permet au signal qui les traverse de voyager sans se perdre en chemin. C'est également le tronc dont sont issues toutes vos hormones, le cortisol, la testostérone, l'estradiol et la progestérone. C'est aussi la matière première de la molécule que votre peau transforme en vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil. C'est également l'origine de la bile avec laquelle vous digérez les graisses que vous consommez et absorbez les vitamines qui y sont transportées. Mais ces fonctions ne s'arrêtent pas là. Les particules qui le transportent dans votre sang font également partie de votre système de défense. Contre les toxines bactériennes, ce sont 6 fonctions. Aucune d'entre elles n'est une fonction secondaire et vous ne pouvez vous passer d'aucune de ces 6 fonctions. C'est pourquoi votre foie en fabrique tous les jours de votre vie, avec un thermostat dédié à le maintenir stable. Et ce n'est pas parce que votre corps se trompe, mais parce qu'il ne peut pas fonctionner sans lui. Et il y a une demi-heure, vous ne le saviez pas. Et je suis sûr que cela change complètement ce que signifie pour vous ce chiffre dans vos analyses. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais commencer par 2 d'entre elles, 2 de ces fonctions. Vous découvrirez que chacune de vos cellules est enveloppée dans une frontière qui maintient une différence de charge électrique, une tension, et que le cholestérol fait partie du matériau qui rend cette tension possible. Et vous découvrirez également que votre cerveau stocke 1/4 de tout le cholestérol de votre corps, qu'il le fabrique lui-même et qu'il a mis en place une infrastructure exclusive pour le gérer. Et maintenant, pour terminer, je vais vous suggérer quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dans les 30 prochaines minutes, si vous le souhaitez. Cherchez votre dernière analyse, celle que vous avez dans un tiroir ou sur votre téléphone, et regardez le taux de cholestérol. Pas pour vous inquiéter, simplement pour la regarder d'une autre manière, car jusqu'à aujourd'hui, ce chiffre était un peu comme une note, comme si c'était le résultat d'un examen que vous avez réussi ou raté. Et à partir d'aujourd'hui, cette information devrait être autre chose pour vous. L'information concernant la quantité d'une matière que votre propre corps fabrique chaque jour avec un thermostat dédié à la maintenir là où elle doit être. Celui que vous lirez sur vos résultats d'analyse sera le même chiffre qu'auparavant, mais il n'aura plus la même signification pour vous. Vous n'êtes pas une personne avec un chiffre élevé ou bas. Vous êtes un organisme qui produit chaque jour quelque chose dont il a besoin. Et dans la prochaine vidéo, vous saurez exactement à quoi cela sert. Comme je vous le dis toujours, allez de l'avant. Toujours de l'avant et je vous lis dans les commentaires.